En sa séance du 1er juin 2022, le Conseil des ministres a décidé de la tenue des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, première mandature. Une décision qui intervient après l'adoption portant régime électoral à la dite Chambre qui fixe les règles applicables à l'élection de ses membres. D'où l'étape suivante qui consiste en la mise en place effective de cet organe. Véritable établissement public à caractère professionnel. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend du moment où vous nous recevez. Pour assurer sa mise en place prochaine, c'est donc pour assurer sa mise en place prochaine que le Conseil a autorisé la tenue de ce scrutin pour le dimanche 24 juillet 2022 en vue de la désignation de ces 80 membres puis donc leur installation. Comment tout ceci se fera-t-il? Qui peut être électeur et éligible? Les préalables à un bon scrutin sont-ils déjà achevés? Des plaintes et autres dénonciations nous parviennent déjà? Ont-elles déjà trouvé solution? Comment le scrutin se tiendra-t-il en lui-même? Voilà brièvement planté l'ossature de ce rendez-vous dominical que j'ai le plaisir de co-animer avec Charbel Ayou. Bonjour Charbel. Bonjour Gauthier Sénodier, amis auditeurs et téléspectateurs de Golf FM Africa et Golf TV Africa. Bonjour et merci de nous rejoindre à ce rendez-vous dominical. Vers l'installation de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, on en parle aujourd'hui avec notre invité, Dr Jacques Kodjo, voilà, Jacques Richard Kodjo. Là, j'en viens. Jacques Richard Kodjo, bonjour. Bonjour, Charbel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Je le rappelle, vous êtes le président du comité d'organisation des élections pour la première mandature de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Lorsqu'on parle de Chambre de métiers de l'artisanat, de quoi parle-t-on véritablement? Quels sont ses rôles? Quelles sont ses missions? Merci, Charbel. Je voudrais dire que je vais commencer cette émission en exprimant toute ma gratitude et la gratitude du comité que j'ai l'honneur de diriger à l'endroit de Golf TV Africa et de Golf FM Africa pour cette opportunité que vous nous donnez afin que nous puissions mieux expliquer ce que nous sommes en train de faire. Donc merci à vous, merci au directeur qui est en même temps sur le plateau avec moi, c'est un honneur. Et merci au PDG également. Et salutations à toutes les personnes qui ont travaillé dans cette maison et que j'ai eu l'honneur de croiser. Pour en venir à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, permettez-moi aussi de rendre à César ce qui est à César. Et je voudrais rappeler que la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est une réalisation du PAG2, du programme d'action du gouvernement. Et donc, on ne peut pas parler de la Chambre des métiers de l'artisanat sans exprimer cette reconnaissance à l'endroit du président de la République, le président Patrice Talon, qui a eu cette vision de rendre opérationnelle cette Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. À travers lui, notre reconnaissance va à tout le gouvernement et qui travaille d'arrache-pied pour que cette chambre soit installée. Tous les ministres impliqués, le ministre d'État chargé de la coordination gouvernementale, le ministre d'État chargé des Finances, le ministre des petites et moyennes entreprises et de la promotion de l'emploi chargé de l'artisanat et bien entendu le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Maître Séverin Quenom, qui m'a désigné pour être membre du comité interministériel d'organisation des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Alors, il faut dire que nous ne vivons plus en vase clos, nous vivons dans un contexte régional et également dans un contexte mondial désormais. Et donc, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, à laquelle appartient le Bénin, a décidé depuis 2018 de prendre un règlement d'exécution
aux fins de mieux coordonner le domaine de l'artisanat. Et il y a quelques exigences communautaires en la matière. Et pour conformer notre pays à cette exigence, les députés à l'Assemblée nationale, que je voudrais remercier également, ont pris l'initiative de voter la loi qui crée la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Découlant de cette loi, 2 décrets d'application essentiellement ont été pris. Le décret portant organisation et fonctionnement de la Chambre des métiers de l'artisanat et le décret portant régime électoral à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Et donc, c'est dans ce décret portant fonctionnement et organisation que nous voyons en détail ce que c'est que la Chambre des métiers de l'artisanat. En fait, la Chambre des métiers de l'artisanat, comme cela a été rappelé dans l'introduction de cette émission, est un établissement public à caractère professionnel qui regroupe tous les artisans de notre pays. Et le rôle et la mission de cette chambre, essentiellement, en 2 mots, consiste à défendre les intérêts de tous les artisans. Alors, la défense des intérêts de tous les artisans passe par d'abord le recensement des artisans. La Chambre doit avoir une idée claire et plus précise du nombre d'artisans que nous avons dans notre pays. Ensuite, participer à la formation des artisans. Et alors, il faut préciser ici que la loi est large. La formation n'est pas seulement à l'endroit des artisans, mais c'est également à l'endroit des conjoints d'artisans. C'est bien écrit dans le texte de loi. C'est dire comment on donne de l'importance à l'artisanat. Donc, assurer la formation. Ensuite, assurer une meilleure représentativité de l'artisan en l'aidant sur le plan du financement, en l'aidant sur le plan de la recherche des marchés et en permettant aux artisans de mieux vivre de leur art et, ce faisant, participer au développement de notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que nous croisons beaucoup d'artisans sur nos chemins et dans nos rues qui travaillent d'arrache-pied tous les jours, qui transpirent sous la chaleur, sous le soleil, mais qui ne vivent pas correctement de leur métier. Ce qui est contraire à ce que nous remarquons en Europe. En Europe, les plus aisés, les plus riches, ce sont les artisans. Mais chez nous, les artisans sont un peu laissés sur le carreau. La Chambre des métiers fera en sorte que chaque artisan puisse mieux vivre de ce qu'il fait. C'est vrai que vous allez me dire que les prestations des artisans ont quelque chose à revoir dans notre pays. Chacun de nous a quelque chose à reprocher à son tailleur, à son couturier, à son mécanicien et à son plombier. Oui, la Chambre des métiers de l'artisanat doit faire en sorte que les prestations de nos artisans soient à la hauteur de l'attente du public. Je ne trahis aucun secret en rappelant sur votre plateau cette désolation du chef de l'État, le président de la République, le président Patrice Talon, lorsqu'il s'est agi de l'atterrissement de la fibre optique et de sa diffusion dans les 77 communes. Le chef de l'État était un peu déçu de se rendre compte que sur certains métiers, on n'avait pas trouvé des artisans béninois pour faire le travail. Et il a fallu faire appel à des artisans ivoiriens, sénégalais, togolais pour venir faire le travail. Alors que nous avons nos frères et sœurs qui disent ou qui sont au chômage et qui ont du mal à joindre les 2 bouts. Et le chef de l'État a été touché par cette question et il a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose parce que si sur des métiers bien payés, bien rémunérés, on n'avait pas la main libre et la main d'œuvre dans notre pays, ce n'était pas très intéressant. Parce que quand on fait venir nos frères d'à côté, ça nous revient beaucoup plus cher, alors qu'on aurait pu faire vivre. Voilà un peu le contexte et le rôle que la Chambre devra jouer pour que nous puissions aller de l'avant.
Alors, docteur Jacques Richard Kodjo, nous parlons de la Chambre des métiers de l'artisanat et qui en parle d'Office des métiers de l'artisanat. Parlez-nous un peu, quels sont les métiers de l'artisanat au Bénin? Merci. Je voudrais dire que cette question est un peu complexe. Alors, au Bénin, entre-temps, il y a environ une dizaine d'années, on tournait autour de 200 et quelques métiers répertoriés. Mais avec l'avènement de la réforme de l'UEMOA, nous nous sommes retrouvés aujourd'hui à 175 métiers au Bénin. Vous comprendrez que... Une réduction. Oui, en fait, il y a des métiers qui n'en sont pas, compte tenu de la définition de ce qu'on a appelé le travail artisanal. Il y avait plein de confusion, mais avec l'UEMOA, il y a eu un éclaircissement. Alors, le travail artisanal... Cela veut dire que c'est l'UEMOA qui définit chaque métier de l'artisanat. Non, l'UEMOA définit le cadre. Et on regarde en référence à notre pays ce qui se passe chez nous. Je vais vous dire par exemple qu'à la date d'aujourd'hui, dans la nomenclature de l'UEMOA, il est repéré autour de 115 métiers. Or, nous au Bénin, nous avons 175 métiers. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas l'UEMOA qui nous détermine les métiers, l'UEMOA détermine le cadre, la définition, pour que ce soit une définition consensuelle. Pour qu'en quittant un pays de l'Union et en allant dans un autre, la définition de la notion de métier ou d'artisan ne varie pas. Parce que vous pouvez être considéré comme artisan dans un pays et en voyageant dans le même espace de l'Union, vous pouvez devenir industriel de l'autre côté. Ce n'est pas normal. Il fallait qu'on harmonise le cadre pour qu'un artisan béninois arrivé en Côte d'Ivoire soit reconnu comme tel et que son métier et son travail soient valorisés comme tel. Docteur Jacques Richard Kodjo, au-delà de l'espace UEMOA, lorsqu'on va par exemple en Asie, en Chine, lorsqu'on va en Turquie, aux États-Unis ou en Europe, est-ce qu'il y a d'autres branches de métiers de l'artisanat que nous n'avons pas au Bénin? Oui, bien entendu. Alors, l'expression branche, nous allons y revenir tout à l'heure. Mais les métiers existent en fonction des besoins des peuples. Et ce n'est pas les mêmes métiers partout dans le monde. C'est en fonction des besoins des peuples que les métiers se développent. Et c'est d'ailleurs ça ce qui est intéressant dans la définition de l'UEMOA, qui a bien cadré que le métier artisanal, le travail artisanal, c'est le travail qui est fait de ses propres mains. Et c'est le travail qu'on fait de sa propre main. Et c'est le travail que l'on dirige soi-même et qui vous fait vivre vous-même. Ça va faire, pour mieux expliquer aux téléspectateurs, tous les boulangers ne sont pas artisans. Vous savez qu'en Europe, il y a des grands groupes de pâtisseries. Oui. Et qui font de la pâtisserie industrielle. Or, celui qui a un grand groupe de pâtisserie et qui fait de la pâtisserie industrielle ne peut pas être classé comme un artisan. Un artisan, c'est le pâtissier qui, lui-même, travaille de ses mains tous les jours et qui produit ses pâtisseries tous les jours. Et c'est ça que parfois, vous allez voir des inscriptions boulanger artisan en Europe. Ils écrivent boulanger artisan. Quand vous voyez boulanger artisan, ça signifie que c'est l'artisan lui-même et il est le chef de sa boulangerie et il participe au travail de sa boulangerie. Et donc, il met boulanger artisan pour vous montrer que c'est le travail de ses mains. Ce n'est pas boulanger industriel. C'est le patron d'une structure qui n'est pas artisan, mais qui a pour personnel des artisans qui est l'industriel. Oui, mais lui-même peut être artisan et devenir industriel aussi. Il y a une catégorisation également. Lui-même peut être artisan et devenir industriel. Il y a l'artisanat de subsistance, et il y a l'artisanat de confort, il y a plusieurs catégorisations également dans l'artisanat. Et lui-même peut continuer à demeurer artisan, mais il ne bénéficiera plus des prestations
et qui sont alloués aux artisans lorsqu'il est devenu un industriel. Donc, l'artisanat aujourd'hui et les métiers, pour en revenir, nous en avons répertorié 175 au Bénin. Et ces 175 métiers ont été répartis dans de grands groupes qu'on appelait des corps de métiers. Et les corps de métiers, nous en avons 40. 40 corps de métiers au Bénin et à l'UEMOA également. Donc, nous avons aujourd'hui 40 corps de métiers. Un corps de métier regroupe plusieurs métiers qui se ressemblent et qui sont similaires, qui sont proches. Donc, nous avons 40 corps de métiers. Et dans la nomenclature de l'UEMOA également, après les corps de métiers, nous avons ce qu'on a appelé les branches. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit qu'on allait revenir sur l'expression branche. Nous avons ce qu'on appelle les branches. Et en accord avec l'UEMOA, nous avons retenu 8 branches dans le domaine de l'artisanat. Et ce sont les 40 corps de métiers qui sont répartis dans les 8 branches. Donc, en partant des métiers, nous avons les corps de métiers. Après les corps de métiers, nous avons les branches. Ou si vous voulez, nous partons de 8 branches pour descendre au niveau de 40 corps de métiers et descendre au niveau de 175 métiers au Bénin. En somme, une structure pyramidale. Exactement. C'est pour mieux organiser la structure. Et si vous permettez, pour être complet à ce sujet, c'est là qu'il faut saluer également le génie et l'ingéniosité du chef de l'État, le président de la République. Son ingéniosité nous a permis de mieux répartir les 8 branches dans notre pays. Parce que lorsqu'il s'est agi de désigner les représentants à la Chambre des métiers de l'artisanat, nous avons procédé à un recensement national des artisans, nous allons y revenir. Et sur les 8 branches, il y avait 2 ou 3 qui occupaient près de la moitié de la population recensée. Et donc, le chef de l'État nous a fait remarquer que si jamais on allait aux élections avec les 8 branches, c'est seulement 2 ou 3 branches qui allaient prendre d'assaut la Chambre. Et plusieurs corps de métier n'allaient pas être représentés à la Chambre. C'est là que le président de la République a dit, si vous laissez aller comme ça, c'est pas bon. Créez des sous-branches alors pour que tous les corps de métier puissent être représentés à la Chambre. Et donc la particularité béninoise, c'est que le chef de l'État a demandé au ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi chargé de l'artisanat de créer des sous-branches. Et donc nous, au Bénin, nous avons des sous-branches pour que les branches les plus grandes soient émiettées de façon à ce que la représentation au niveau de la Chambre soit une représentation plus démocratique. Voilà. Alors, docteur Jacques Richard Kodjo, comment devient-on membre de la Chambre des métiers de l'artisanat? Est-ce que c'est individuellement ou bien c'est en association? Normalement, on est membre de la Chambre des métiers de l'artisanat individuellement. Et comme vous l'avez rappelé dans votre introduction, nous sommes dans une nouvelle phase. Et donc, dans cette nouvelle phase, qu'est-ce qui se passe? Nous avons procédé, le gouvernement a procédé au recensement national des artisans, qu'on a appelé le RNA. Le RNA qui s'est déroulé en 2 phases. On n'est pas là pour en parler parce qu'il y a eu une première phase où les artisans ne sont pas sortis parce que intoxiqués. On leur avait fait croire que le gouvernement voulait les recenser pour leur faire payer des impôts. Donc, ils n'étaient pas nombreux à y participer. Mais lorsqu'ils ont vu tous les bienfaits liés à ce recensement, c'est les artisans eux-mêmes qui ont demandé une phase complémentaire de recensement. Donc, le recensement s'est déroulé en 2 phases. Et au total, nous avons pu recenser environ 450 000 artisans à ce jour. Ce sont les artisans qui ont été recensés qui aujourd'hui participent à l'élection. Ce sont ces artisans recensés qui aujourd'hui participent à l'élection.
Mais votre question était de savoir qui peut être membre de la Chambre. Les membres de la Chambre, c'est tous les artisans. Ce qui revient à dire qu'après l'élection, la Chambre doit procéder à un recensement plus ou moins holistique de tous les artisans pour que tous les artisans soient membres de la Chambre. Il y va de l'intérêt de la Chambre et de sa survie parce que la Chambre vivra en partie des cotisations des artisans. Donc, si la Chambre ne ratisse pas large, les cotisations des artisans ne pourront pas lui permettre de faire face à son fonctionnement, mais en partie. Est-ce que c'est une obligation de s'inscrire lorsqu'on est artisan à la Chambre? Ou d'adhérer? La loi a dit que les cotisations à la Chambre des métiers de l'artisanat sont obligatoires. C'est ce que la loi a dit. La loi a dit que les cotisations à la Chambre des métiers de l'artisanat sont obligatoires. À condition d'en être membre. Oui. Puisque vous ne pouvez pas cotiser dans une structure si vous n'en êtes pas membre. Je peux vous assurer que aucun artisan n'a intérêt à ne pas être membre de la Chambre. Parce que avec la Chambre que nous sommes en train de voir, c'est tout le secteur de l'artisanat qui va être révolutionné. Parce que ce que je vous ai décrit tout à l'heure, les formations, les besoins de financement, les aides qu'on apporte, n'oubliez pas que le gouvernement a mis en œuvre un vaste programme social qui s'occupe des artisans, qui est logé au ministère des Affaires sociales, qui est dirigé par mon aîné Venant Quenom. J'oublie le nom de ce programme pendant qu'on y est. Mais, ça viendra. Mais c'est un programme qui est fait et qui permet aux artisans de bénéficier, par exemple, de la prise en charge. La carte de prise en charge, le projet Arche. Mais le projet Arche. Le projet Arche, c'est un bienfait pour les artisans. Et le projet Arche ne se développe pas encore dans toute sa capacité parce que cette chambre n'existe pas. En définitive, lorsque vous êtes artisan ou vous voulez être artisan au Bénin, que vous ayez inscrit à la chambre ou non, vous allez cotiser. Dans tous les cas, il faut qu'on vous répertorie pour que vous cotisiez. Mais vous n'avez pas intérêt à ne pas vous faire répertorier. Parce que vous risquez de vivre désormais en vase clos. Les besoins de formation qui viennent, vous n'en bénéficierez pas. Les besoins de financement, les occasions de financement qui viennent, vous n'en bénéficierez pas. Et donc, si autour de vous, dans le même métier, vous êtes à peu près 10, et que les 9 autres bénéficient de ces avantages et que vous n'en bénéficiez pas, vous serez contre-performant. Vous ne parlez là que des avantages. Et ça doit avoir aussi des inconvénients, comme dans toute bonne structure professionnelle. Je ne pense pas qu'il y ait des inconvénients. Je ne pense pas. Honnêtement, ce genre de structure n'est pas créé pour avoir des inconvénients. C'est un peu comme la Chambre de l'agriculture, la Chambre nationale de l'agriculture. C'est un peu comme la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mais si je suis artisan, si vous parlez de la Chambre de l'agriculture, je suis agriculteur et tous les ans, je produis 50 hectares d'arachide ou de palmier. Si je n'ai pas besoin de l'appui de l'État, je continue tranquillement. Je n'ai pas besoin de contribuer, de cotiser à la Chambre de l'agriculture. Quand vous produisez 50 hectares, comment vous faites? C'est pour votre propre consommation ou bien vous voulez écouler? J'écoule naturellement. Vous écoulez où? Sur les routes construites par l'État. Vous voulez écouler où? Sur ces routes-là, vous avez des péages. Vous voulez utiliser des voitures. Quand vous parlez comme cela, on se dit que la Chambre de l'agriculture vient un peu pour pressurer l'artisan. Non, pas du tout. La Chambre de l'agriculture, c'est pour les agriculteurs. La Chambre des métiers de l'artisanat, c'est pour les artisans. Il n'y a aucune idée de pressurer derrière. Mais il y a d'abord l'idée d'aider.
vous savez, excusez-moi, mais enfin, toutes ces questions pour amener les artisans à mieux comprendre afin d'adhérer suffisamment à l'idée. Oui, merci de poser la question de cette façon. Parce que ça me permet de régler une question dans nos têtes. Vous avez parlé tout à l'heure de malcompréhension ou d'intoxication. Exactement. Il y a certains qui sont encore intoxiqués. Ils estiment que c'est pour les pressurer. Vraiment, l'État là va payer des impôts énormément. Exactement. En fait, on nous a fait croire pendant plusieurs années que l'État devrait tout nous donner sans notre petite participation. Mais depuis quelques années, on est en train de nous faire comprendre que si nous ne payons pas, par exemple, nos impôts, nous n'aurons pas de belles routes. Et ça, c'est vrai. Si nous ne payons pas nos impôts, nous n'aurons pas l'électricité. Aujourd'hui, nous ne parlons plus de délestage, mais on est loin. Excusez-moi, Charbel, vous ne remarquez même plus que les rues de Cotonou sont propres. Tellement elles sont propres qu'aujourd'hui, on ne les remarque même plus. Mais parce que pendant des décennies, on a vécu dans des rues sales dans Cotonou. Mais qu'est-ce qui fait que les rues de Cotonou sont propres? Même si on dit qu'à partir de janvier 2023, nous allons commencer à payer pour la collecte des ordures, mais la structure, cette société de gestion des déchets, des ordures ménagères, mais ils ont fait un travail formidable. Aujourd'hui, les rues sont tellement propres que les gens commencent à hésiter à jeter les sachets en pleine circulation. Or, jeter les sachets noirs en pleine circulation, c'était le sport national pour nous tous. Mais pourquoi? Parce que derrière, nous avons commencé à faire des efforts. Et donc, pour vivre mieux, il faut bien participer et donner sa part de cotisation pour que l'État puisse nous aider. Et ça, si les artisans le comprennent, vous verrez d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, vous verrez le secteur de l'artisanat, un secteur rayonnant, tant pour les artisans eux-mêmes d'abord que pour le développement de notre pays. Et certainement pour la population aussi, parce qu'il y aura une supervision, un certain nombre de normes à respecter par les artisans, ce qui fait que la population qui se plaint parfois, très souvent, de certaines catégories d'artisans qui ne font pas leur métier exactement comme cela se devrait. C'est la Chambre des métiers de l'artisanat va permettre à ce que chacun respecte rigoureusement certaines normes. C'est clair, c'est évident que sur le plan de la formation professionnelle, les artisans béninois seront mieux aguerris. Ils deviendront plus professionnels. Ils deviendront plus professionnels. La Chambre aujourd'hui, alors oui, vous n'avez pas posé la question, mais quel est l'état des lieux actuels au niveau du secteur? Quel est l'état des lieux? Parce que si on pense à installer, c'est qu'il y a un état des lieux. Merci. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons des chambres interdépartementales de métiers. On les appelle les CIM, les chambres interdépartementales de métiers. Et donc, au niveau de chaque département, nous avons un regroupement, une structure, une fêtière des artisans. Et c'est le regroupement de ces fêtières départementales qui donne ce que nous avons aujourd'hui, on appelle l'Union des chambres interdépartementales des métiers du Bénin. Mais le problème que nous avons, c'est que ces chambres interdépartementales ont une vision sectorielle, ont une vision départementale, ont une organisation départementale. Et les besoins ne sont pas vus de façon globale, de façon nationale. Et les problèmes ne sont pas réglés de façon globale, de façon nationale. Chaque chambre départementale trouve son partenariat au profit de ses artisans et l'un dans l'autre, il y a peut-être plus d'avantages à exercer tel métier dans tel département et tel autre métier dans tel autre département. Ce qui ne fait pas une certaine homogénéité au niveau national. Nous allons régler ce problème parce que les chambres interdépartementales de métiers vont disparaître à l'avènement de la Chambre des métiers et de l'artisanat qui aura une vue plus globale, qui va déterminer les besoins du secteur de l'artisanat. Je ne décris personne, mais aujourd'hui, quand les partenaires techniques et financiers arrivent, un partenaire technique et financier arrive et il dit que oui, que lui, il a des aptitudes à former les garagistes béninois. Mais est-ce que c'est la priorité du Bénin aujourd'hui?
qui détermine la priorité. Et nous courons parce que les partenaires arrivent avec le financement. Mais dès que la Chambre est installée, la Chambre identifie nos priorités. Et nos partenaires qui veulent nous aider sauront désormais sur quel aspect ils pourront nous appuyer pour que nous ayons un développement harmonieux. Parce que nous avons des urgences, nous avons des priorités et nous avons des affaires courantes. Qui détermine ça? C'est la Chambre qui va déterminer ça et nous allons avoir une vue plus globale du secteur de l'artisanat dans notre pays. Nous allons maintenant passer au scrutin qui s'annonce et qui peut participer au scrutin et comment y participer? Qui peut participer au scrutin de façon basique? C'est celui qui se sera fait recenser au recensement national des artisans. C'est notre base. Vous aviez dit préalablement, il y a eu 2 phases. Il y a eu 2 phases, oui. Autrement dit, si vous n'étiez pas inscrit, vous ne pouvez pas participer aux opérations que nous faisons en ce moment. Je reprends. Si votre nom ne se retrouve pas sur la liste des recensés, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas participer cette fois-ci. Dans 5 ans, vous pourrez participer parce que la Chambre des métiers de l'artisanat installée procédera certainement à un complément de recensement. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien partir aux élections sur la base d'un fichier fiable. Vous savez, je partage avec vous cette petite expérience que j'ai des élections. La liste électorale permanente informatisée que nous avons utilisée dans notre pays pendant 10 ans. Est-ce que vous savez, non, même au-delà, parce qu'aux dernières élections présidentielles, on ne devrait pas l'utiliser, mais c'est cette liste que nous avons utilisée. Mais est-ce que vous savez que, par exemple, cette liste n'a jamais été mise à jour pendant 10 ans? Ça veut dire que pendant 10 ans, les gens qui sont décédés n'ont pas été radiés de cette liste. Pendant 10 ans, les gens qui sont décédés entre-temps n'ont pas été radiés de cette liste. Et ceux qu'on a recensés à moins de 18 ans et qui ont eu 18 ans entre-temps sont montés sur cette liste électorale. À chaque fois. Si bien qu'à chaque fois, nous avions un gap d'électeurs décédés qui pouvaient avoisiner près du million parfois, selon la période. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu faire cette mise à jour? Suivez bien mon développement. Pourquoi on n'a pas pu faire cette mise à jour? Simplement parce que nous n'avions pas un état civil qui nous permettait de faciliter cette mise à jour. Et vous comprenez pourquoi lorsque, dans une loi votée récemment, on nous fait obligation d'aller déclarer nos morts avant de les enterrer. Pourquoi? Simplement parce que désormais, nous sommes tous sur un fichier de l'ANIP. Je rappelle que c'est l'ANIP qui a le fichier des artisans. Nous sommes tous sur un fichier de l'ANIP qui va produire, qui va générer la liste électorale. Et si on ne nous fait pas obligation d'aller déclarer nos morts, comment est-ce que ce fichier peut être mis à jour? Ça fait que on a fait des élections pendant 10 ans sans connaître le nombre exact des électeurs. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont géré le fichier électoral, ils vous diront qu'ils ne connaissent jamais le nombre exact d'électeurs parce que, 1, on ne connaît pas les décédés, 2, on ne connaît pas ceux qui sont partis et qui ont changé de nationalité, parce qu'il y a des gens qui renoncent à la nationalité béninoise et prennent une autre nationalité. Donc tout ce beau monde doit être sorti du fichier. Également ceux qui ont été condamnés devraient sortir également du fichier. Il faut dire, demandez à tous ceux qui ont géré ce fichier pendant 10 ans, ils vous diront, on ne connaît jamais exactement le nombre d'électeurs au Bénin. Il faut qu'on règle ça. On est au 21e siècle, on ne peut pas continuer à faire des élections de cette façon. C'est la même chose que nous appliquons au niveau des artisans. Il faut qu'on ait une idée claire de ceux qui sont dans le fichier, qui peuvent participer aux élections. Ça permet de faire des prévisions réalistes et ça permet un meilleur développement. Vous savez pourquoi l'INSTID, en
entre-temps, INSAE est passé au ministère des Finances. Eh bien, parce que quand on n'a pas de bonnes statistiques, on ne peut pas faire de bonnes prévisions. Et on ne peut pas faire de bonnes dépenses. Donc, celui qui fait les prévisions, celui qui a l'argent, celui qui doit dépenser, vous êtes un père de famille et vous ne savez pas combien de personnes mangent dans votre maison. Mais comment vous pouvez donner l'argent de la popote? C'est aussi simple que ça. Et à l'échelle d'une nation, quand on met en place un programme, il faut bien qu'on ait une idée claire des nombres que nous sommes pour pouvoir planifier le développement. Sinon, notre développement ne pourra pas être planifié. Vous planifiez une action pour 2 millions de personnes, alors qu'à l'arrivée, c'est 10 millions de personnes qui veulent en bénéficier. Ça fait un fiasco et votre action ne porte pas. Mais c'est là que je salue tout ce que le gouvernement fait de très beau dans ces réformes-là, parce que ça permet de remettre chacun dans son casier pour que nous puissions avancer. Pour finir, ceux qui ne se sont pas recensés ne participent pas aux élections. Donc il faut être dans la base de données de l'ANIP, du recensement national des artisans, pour être électeur simplement. Et donc, pour être candidat, il faut être d'abord électeur. Il faut être sur les listes électorales. Si vous n'êtes pas sur la liste électorale, vous ne pouvez pas être candidat, ce qui est normal. Si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat. Si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être candidat, puisque en tant que candidat, vous devrez voter pour vous-même en tant qu'électeur. Et donc, il faut être sur les listes électorales pour pouvoir maintenant être candidat. Et ce qu'on a demandé, c'est que le décret 2022-193 du 23 mars 2022 demande que ceux qui veulent être candidats puissent montrer patte blanche entre griffes vis-à-vis de l'État, qu'ils aient payé leurs impôts pendant les 3 dernières années, qu'ils aient exercé leur métier pendant les 3 dernières années, qu'ils aient montré qu'ils ont payé leurs cotisations sociales, qu'ils aient montré qu'ils n'ont pas été condamnés récemment. Et là, ils peuvent être candidats. Alors, la liste électorale est-elle prête? Comment l'avez-vous élaborée? Les écueils, est-ce que c'est corrigé? Merci beaucoup. Parce que pour tout bon scrutin, la liste parfois enregistre des écueils. Oui, et puis pour tout scrutin, la base, c'est la liste. Tout part de là. Toutes les manipulations partent de là. Et donc, je voudrais saluer ici le gestionnaire mandataire de l'ANIP et tous les agents de l'ANIP qui se sont mis à notre service. Je vous ai dit que c'est eux qui ont la base de données du recensement national des artisans du Bénin. Nous, on leur a dit, on leur a donné des conditions. Regardez-nous, ceux qui ont 18 ans, ceux qui sont artisans depuis 2 ans au moins, et générez-nous, à partir de votre base de données, les listes électorales. Parce que la précision que je n'ai pas donnée tout à l'heure, c'est que les élus à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin seront des élus départementaux. Les 80 sièges ont été répartis par branche et sous-branche, mais également par département, par les 12 départements. Ce qui fait que nous avons demandé à l'ANIP de nous générer les listes électorales par branche et par sous-branche, par département et par arrondissement. Monsieur Jacques Richard Kodjo, n'est-ce pas, vous allez le préciser, cette affaire de quota qui revient? Alors oui, ce n'est pas une affaire de quota. Qui a défrayé la chronique entre-temps. Non, ce n'est pas une affaire de quota parce que tout ce qui est quota est contre-productif. Hein. C'est contre le développement, le quota. Et vous ne voyez pas ce gouvernement faire des affaires de quota. Mais je vais vous expliquer. Les 80 sièges ont été répartis par rapport au nombre de recensés. Pour faire plus simple, on a fait le recensement. Vous, les couturiers, vous vous êtes fait recenser. Nous, les garagistes, nous nous sommes fait recenser. Eux, les plombiers, ils se sont fait recenser. Et on regarde qu'il y a eu, sur 100, il y a eu 30 couturiers.
il y a eu 40 garagistes. On fait déjà 70. Et donc, pour répartir les sièges, il faut bien qu'on tienne compte du nombre que nous sommes. Ceux qui sont 3, on ne va pas leur donner le même nombre de sièges que ceux qui sont 40. Voilà. C'est sur ça que les sièges ont été répartis, sur le nombre d'artisans recensés. Ce qui veut dire que peut-être dans 5 ans, aux prochaines élections, la répartition pourra changer. D'ailleurs, la loi l'a dit que la répartition peut changer. Selon la masse d'artisans qu'on a recensés. Cela veut dire que tout ceci est fait de façon à ce que presque toutes les catégories d'artisans soient autant que faire se peut représenter à la Chambre. Très bien. Et l'expression qui désigne ça, ce n'est pas quota, mais c'est proportionnel. Voilà. La répartition a été proportionnelle à la quantité et au nombre d'artisans recensés. Voilà. Alors, donc, si je comprends bien, la liste électorale est déjà disponible et les écueils ont été corrigés. Oui, je peux vous assurer que ça a été d'ailleurs notre première activité. Dès que le 1er juin 2022, le Conseil des ministres a convoqué le corps électoral pour le 24 juillet 2022, la première activité de notre comité a été de demander que l'ANIP nous génère les listes électorales. Alors, je voudrais dire que la particularité de cette élection, et conformément au décret que je viens de citer, c'est que nous aurons des postes de vote dans chaque arrondissement. Et donc, nous aurons 546 postes de vote dans tout le pays. Et donc, nous avons demandé à l'ANIP de nous générer les listes électorales par arrondissement, par branche et par sous-branche. Et ces listes provisoires ont été générées. Elles ont été affichées dans tous les arrondissements de notre pays. On a invité les artisans à aller les consulter. Et les artisans ont fait des réclamations liées à ces listes. Je n'ai pas vu mon nom est mal orthographié, je me suis retrouvé dans un autre arrondissement, je me suis retrouvé dans un autre département. Avec les cadres de l'ANIP, nous avons recueilli toutes ces réclamations, nous les avons traitées et nous avons publié les listes électorales définitives qui ont déjà été publiées et qui ont été affichées également. Après cette étape, il n'y a plus de réclamations sur les listes, puisque votre question était sur les listes électorales. Aujourd'hui, nous avons des listes électorales définitives et nous n'avons plus de réclamations autour des listes électorales à ce jour. Alors, le lieu de vote, c'est dans les arrondissements que ça va se passer? Oui. Alors, avant d'aller au vote, si vous permettez, je décris rapidement la suite du processus pour rester dans la logique de la question sur les listes électorales. Alors, donc, après l'étape de la validation des listes électorales, tant par les électeurs que par nous-mêmes, nous sommes passés au dépôt des candidatures. Le dépôt des candidatures s'est passé à la Sénat, conformément au texte. La Commission électorale nationale autonome. Oui, j'avais oublié. Ce n'est pas une Sénat spéciale élection artisan. Non, j'avais oublié de le dire. Et je voudrais également remercier le Conseil électoral de la Sénat. Avec le président Saka Lafia. Le président Saka Lafia qui nous a accueillis et qui travaille avec nous de façon très intéressante, et lui et tous les conseillers, et je voudrais les remercier tous. Je voudrais remercier également la Direction Générale des Élections. La Direction Générale des Élections qui est le bras opérationnel de la Sénat, et le DGE lui-même et tous ces cadres qui travaillent avec nous en bonne intelligence. Je voudrais préciser que le décret 2022-193 que je viens de citer a demandé que l'ANIP travaille avec nous, a demandé que la Sénat organise les autres étapes. Donc en fait, tout ce que nous faisons se fait avec ces deux structures
Les listes électorales, c'est l'ANIP. Et au bout du rouleau, la LIMP va nous sortir les listes d'émargement qu'on va utiliser dans les postes de vote. Ensuite, la réception des candidats et tout le reste du processus, c'est à la Sénat. Donc, nous avons invité les candidats artisans à aller déposer leur dossier à la Sénat. Et on a fait comme pour les élections politiques. La Sénat a l'expertise nécessaire. Complètement. Non seulement l'expertise, mais également l'ingénierie. Parce qu'en plus de l'expertise, il faut avoir l'ingénierie. Et la Sénat a ça. Et c'est des cadres rompus à la tâche. Franchement, c'est avec admiration qu'on travaille avec eux. Ils doivent avoir leur orgueil bien fouetté en ce moment. Non, non, mais je dis ce que je pense. Et ils ont procédé comme si c'était des élections politiques. À minuit, le portail de la Sénat était fermé. Ceux qui sont dedans, on les a reçus jusqu'à 5 h du matin. Cela veut dire que toutes les candidatures ont déjà été enregistrées. Toutes les candidatures ont été enregistrées. Nous avons vérifié la complétude des dossiers de candidature unité par unité. Nous avons vérifié la conformité des associations qui ont présenté des listes. Nous avons vérifié le profil de chaque candidat et nous avons publié la liste provisoire des candidats. Suite à la publication de la liste provisoire des candidats, nous avons eu encore des réclamations que nous avons étudiées avec la Sénat, que nous avons intégrées et nous avons finalement, mercredi, publié la liste définitive des candidats avec la Sénat. Entre-temps, je vous explique que ces étapes étaient importantes pour que la Sénat puisse passer commande des documents électoraux. Parce qu'il faut connaître le nombre de candidats pour savoir comment passer les commandes des documents électoraux. Un document électoral très important, c'est par exemple le bulletin unique. Le bulletin unique doit être commandé et son spécimen doit être remis aux candidats pour qu'ils aillent faire campagne électorale avec. Et donc la Sénat doit commander le spécimen des bulletins uniques, mettre à la disposition des candidats qui doivent aller en campagne électorale. La campagne électorale commence mercredi prochain. Et donc, il a fallu faire tout ça avec la Sénat. Et aujourd'hui, la Sénat, avec ses prestataires, est en train de produire les documents électoraux. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ce processus? C'est que dès mercredi, débute la campagne, mercredi 13 juillet. Le décret a dit que la campagne doit durer 10 jours et doit s'achever 24 heures avant le jour du scrutin. Le scrutin étant prévu pour le 24 juillet, la campagne débute le 12 juillet, le 13 juillet à 0 heure et s'achève le 22 juillet à minuit. Et donc, toute la journée du 23, c'est les 24 heures avant le scrutin et avant le jour du scrutin, le 24. Donc, nous allons procéder dans les locaux du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi au lancement de la campagne électorale afin que les artisans puissent aller faire campagne. Tout à l'heure, en parlant, vous avez rapidement parlé d'associations. Est-ce à dire que seules les associations pourront déposer des listes de candidatures ou individuellement, si je veux être membre de la Chambre, je peux aller déposer ma candidature à la Commission électorale nationale autonome? Merci. Le décret a prévu que ce soit un scrutin de liste présenté par un organisme, une association, un organisme d'artisans et tout le reste. Donc, autrement dit, si je veux être membre de l'Assemblée consulaire, il me faut constituer une association et... oui, si vous voulez, de façon brute, mais les associations existaient depuis. Les artisans ont plein d'associations qui existaient et qui fonctionnent depuis. Et donc, il s'agit simplement, comme c'est un scrutin de liste, on a voulu libérer et un peu encadrer. Vous trouvez une association qui vous met sur sa liste.
Et ce sont les associations qui ont présenté des listes de candidatures. Alors, même quand le siège est unique et national, parce que dans la répartition des sièges, il y a des sièges nationaux, et donc c'est un seul candidat avec son suppléant, il faut que ce soit présenté par une association. Donc, ce sont les associations qui présentent les candidats. Et sur chaque liste de candidature, il y aura les différents corps de métier, c'est cela? Oui. Alors, le décret dit exactement ceci. Pour que la liste de candidatures soit recevable, il faut que l'association qui présente la liste de candidatures... L'association des peintres du Bénin, par exemple? Présente des candidatures sur tout le territoire où il y a des candidats dans sa branche ou dans sa sous-branche. Ça veut dire quoi? On a dit que le département de la Liborie va donner un peintre. Le département du Borgou va donner un peintre. Le département du Mono va donner un peintre. L'association que vous avez évoquée, pour que sa liste de candidatures soit recevable, doit présenter des candidatures dans tous ces départements-là. Il ne faut pas présenter de façon saucissonnée. Simplement parce que on veut avoir des candidats dans toute une branche ou toute une sous-branche. Est-ce qu'il ne va pas arriver, excusez du peu, est-ce qu'il ne va pas arriver que dans certaines branches, on n'ait pas du tout de liste de candidatures? Ça n'existe pas. De toute façon, on n'a pas eu ça. On a eu des candidats... Peut-être que dans l'association de ceux-là qui font la poterie, des potiers, il n'y a pas d'association en la matière et bon, les autres, ils n'auront pas de représentants à la Chambre, alors que chez les peintres, chez les mécaniciens, chez les tisserands, il y en a. Est-ce que... C'est là qu'il faut saluer, oui. C'est là qu'il faut saluer le génie de ceux qui ont rédigé le test. Une association, je vous donne un exemple, l'association des artisans de Cotonou. Ah ben là, c'est deux catégories. Puisqu'il y a association des artisans de Cotonou, il peut y avoir aussi association des peintres de Cotonou. Oui, mais je vous parle là de l'association des artisans de Cotonou, simplement. Ça évoque, dans sa dénomination, prend en compte tous les artisans de Cotonou. Ça veut dire que cette association peut présenter des listes. Plusieurs listes. Toutes les listes. Parce que c'est l'association des artisans tout court. Ça peut présenter des candidats sur toutes les branches et sous-branches en compétition. J'ai oublié de préciser que nous avons 16 branches et sous-branches en compétition. C'est pour ça que je vous ai défini le contexte des sous-branches plus tôt. Oui. Quand on a subdivisé des branches en sous-branches, on s'est retrouvé finalement à 16 branches et sous-branches. L'association des artisans de Cotonou peut présenter des candidats dans les 16 branches et sous-branches en compétition. Il ne faut pas s'appeler autrement. Maintenant, l'association des peintres de Cotonou peut présenter des candidats dans la sous-branche des peintres, mais sur tout le territoire national. Pas seulement à Cotonou. Il peut présenter sur tout le territoire national. C'est simplement pour permettre l'ouverture de la compétition que les tests ont été rédigés de cette façon. Pour qu'il y ait vraiment compétition, pour que l'élection ne soit pas régentée par quelques personnes seulement. Alors, monsieur le président du comité d'organisation, est-ce que il y a de cartes d'électeurs ou bien quelles pièces sont exigées pour le scrutin? Alors, le jour du scrutin, vous présentez toute pièce d'identité où il y a votre photographie. Toute pièce d'identité où il y a votre photographie, avec ça, vous pouvez voter. Carte nationale d'identité? Oui. Carte passeport? Passeport, oui. Permis de conduire? Permis de conduire. Carte professionnelle? Carte professionnelle, oui. Cela veut dire que... le CIP, oui, il y a la photo sur le CIP. Cela veut dire que si je suis membre d'une association de peintres et que nous avons délivré des cartes professionnelles, des cartes de membres de cette association, je peux la présenter? Oui, vous pouvez présenter ça. Parce que vous l'aurez compris,
les listes n'ont pas été établies au hasard. Les listes ont été établies à partir du recensement national des artisans. Si vous êtes présent sur la liste, c'est que vous êtes allé vous faire recenser. Et on vous a photographié. Et d'ailleurs, les listes sont présentées avec les photos des électeurs. On veut juste s'assurer que la photo qui est là correspond à celui qui est devant nous, avant de l'autoriser à voter. Ce n'est pas la pièce qui fait foi, mais c'est la liste qui fait foi. Parce que la liste vient du recensement national qui a été fait par l'ANIP. C'est la liste qui fait foi. Alors, y a-t-il un règlement spécifique à ce scrutin? Que prévoit donc le règlement? Alors, ce scrutin a la particularité, comme je viens de vous le dire, de faire une élection dans 16 branches et sous-branches. On veut désigner des représentants dans 16 branches et sous-branches. C'est pas fini. Et par arrondissement. L'implication directe et première que nous avons, c'est que l'électeur, en entrant dans le poste de vote, est face à 16 urnes. L'électeur est face à 16 bulletins uniques. Et donc, lorsque l'électeur arrive dans le poste de vote, on lui demandera à quelle sous-branche appartient son métier. Il indique la sous-branche en compétition. On sort la liste d'émargement. Évidemment, 16 listes d'émargement aussi. On sort la liste d'émargement. On l'identifie sur la liste d'émargement. On lui remet le but. Pour se rassurer que ce qu'il vient de dire est vrai. Oui, pour se rassurer. On l'identifie. Ensuite, on lui remet le bulletin unique de sa sous-branche. Il prend le bulletin unique de sa sous-branche, il va dans l'isoloir, il exprime son vote. Et comment exprime-t-il le vote? Par le cachet à voter que la Sénat a l'habitude d'utiliser. N'oubliez pas, c'est la Sénat qui organise le scrutin. Le cachet à voter. Parce que c'est un bulletin unique. Il dépose sur le logo de la liste pour laquelle il vient voter. Parce que chaque liste a un logo sur le bulletin unique. J'ai oublié de vous dire que les représentants des listes sont allés à la Sénat pour procéder au tirage au sort du positionnement sur le bulletin unique. Exactement à l'instar des élections politiques. Tout a été fait dans les règles de l'art. Ils étaient tous présents. Ils ont tiré au sort eux-mêmes leur positionnement sur le bulletin unique. Donc, on revient à l'électeur qui est dans le poste de vote. On lui remet le bulletin unique qui correspond à sa sous-branche. Il va dans l'isoloir. Il appose le cachet sur la liste de son choix. Il revient et on lui indique l'isoloir et l'urne dans laquelle il va déposer son bulletin. On fait pareil pour tous les électeurs. À la fin, au soir, à la fermeture du poste de vote, on va compiler les résultats sous-branche par sous-branche. Une par une. Urne par une. Donc, nous allons compiler les résultats, 16 résultats, dressés sur le PV de vote. Et les agents de la Sénat passent dans chacun des 546 arrondissements pour rapporter les résultats à la Sénat. C'est à la Sénat qui a le pôle technique qui va traiter tous les résultats et c'est la Sénat qui va compiler et donner et mettre à la disposition du comité d'organisation les résultats. Le test a prévu que ce soit le comité d'organisation qui proclame les résultats des élections à la Chambre des métiers de l'artisanat. Et étant le président du comité d'organisation, il vous reviendra à l'honneur de proclamer les résultats. Si vous voulez, l'honneur revient à ma petite personne, mais je travaille en bonne intelligence avec tous les membres du comité
qui ne sont pas négligeables. Peut-être que c'est un membre du comité qui lira les résultats ce jour-là. Mais s'il plaît à Dieu, nous serons tous autour. Et c'est là que vous avez posé une question. Vous avez demandé si ce scrutin aura un second tour. Non, c'est un scrutin à majorité simple. Il n'y a pas de second tour. Lorsque nous avons... je suppose que vous êtes candidat dans une sous-branche. Celui qui obtient 50% des voix plus une voix est déclaré élu simplement. Alors, nous avons examiné... Là c'est la majorité absolue. Oui. Maintenant, nous avons examiné des cas extrêmement rares d'égalité parfaite. C'est-à-dire que nous avons 50 personnes qui ont voté et nous avons 2 candidats. Et les 2 candidats ont reçu 25-25. Lequel on déclare élu. Alors, le comité a examiné ce sujet, a délibéré et a réglé ce sujet en disant si ce cas extrême arrivait, il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est que le siège est départemental. Si le siège est départemental, on donne le poste, on donne le siège au candidat dont la liste aura obtenu le plus de suffrages au plan national. Vous êtes candidat sur une liste, je suis candidat sur une liste. Après les élections, vous avez eu 25 voix, j'ai eu 25 voix. On ne sait pas à qui donner le siège. On va regarder le nombre de suffrages reçus par chacune de nos listes. Si au plan national, ma liste a reçu 200 suffrages et qu'au plan national, votre liste a reçu 300 suffrages, c'est à vous qu'on donne le siège. Ça, c'est le cas du siège départemental. Maintenant, il y a le cas du siège national. Si le siège est national, il y a 2 candidats. Les 2 candidats reçoivent le même nombre de voix. À qui on donne le siège? Dans ce cas, le comité a décidé que le siège soit attribué au candidat le plus ancien dans le métier. Dans le métier. Ce n'est pas au candidat le plus âgé. Non. C'est le plus ancien. Voilà, parce que le candidat le moins âgé Le doyen, peut quoi. être le plus ancien dans le métier. Oui. Exactement. Voilà. Le doyen, en fait. Voilà, dans le métier. Donc, nous avons décidé que le siège soit attribué au candidat le plus ancien dans le métier. Mais c'est vraiment des cas très rares qui, nous pensons, n'arriveront même pas. Mais puisque gouverner, c'est prévoir, il vaut mieux prévoir ces cas-là. Puisqu'on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu, il faut prévoir tous les cas de figure avant que le jeu démarre. Sans oublier que l'exception fait la règle et que c'est déjà survenu. Mais dites-nous, entre la Sénat, l'ANIP et vous, comité d'organisation, quel rapport avez-vous? Complémentarité, hiérarchisation, verticale, horizontale, c'est quoi? Parce que encore, c'est vous qui proclamez. Oui, il n'y a surtout pas de rapport vertical. Il n'y a surtout pas de rapport d'hiérarchisation. Il n'y a aucune hiérarchisation. Alors, le comité que j'ai l'insigne honneur de diriger est un comité interministériel. Nous n'avons pas rappelé cela ici. Et ce comité regroupe plusieurs ministères. Et l'ANIP a un représentant au sein du comité. Et la Sénat a un représentant au sein du comité. Donc, en fait, ce n'est pas des rapports hiérarchiques, non. C'est une mission qui nous a été confiée à nous tous. Pour mémoire, hein, vous permettez que je rappelle rapidement. Alors, il y a le ministère des Petites et Moyennes Entreprises qui a 2 représentants dans le comité. Le ministère des Finances qui a un représentant. Le ministère de la Décentralisation qui a un représentant. Le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui a un représentant. Et il y a le ministère de la Justice qui a son représentant. Je précise que moi, je représente le ministère de la Justice
au sein du comité. Nous avons les fêtières des artisans qui ont 2 représentants. Lucie Mbé, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va disparaître, a un représentant. Et la Confédération nationale des artisans du Bénin a un représentant. Plus les 2 représentants, l'un de l'ANIP et l'autre de la Sénat, nous sommes 10 membres du comité. Donc, en réalité, nous travaillons en bonne intelligence. Et le représentant de l'ANIP est chargé de transmettre à l'ANIP les besoins du comité. Le représentant de la Sénat est chargé de transmettre à la Sénat les besoins du comité. Et nous faisons tout cela en bonne intelligence. Le représentant du ministère des Finances nous aide à régler les problèmes de financement, de matériel et tout le reste. Les représentants du ministère des Petites et Moyennes Entreprises nous aident à régler les formalités administratives. Chacun joue son rôle et je pense que cela se passe de la très bonne manière. Et je remercie également tous ces partenaires qui nous aident à avancer. Par le passé, ça s'est passé au Bénin, ça se passe dans d'autres pays. On s'est aperçu que même si le vote est direct et qu'on peut se rendre dans les centres de vote pour aller voter avec des bulletins et autres, le vote numérique aussi se passe. Je veux parler par exemple du cas des élections professionnelles avec les syndicats. Ici, le vote numérique est possible? Merci Charbel. C'est une question sensible que vous me posez sans le savoir. Au départ, en fait, oui, ce scrutin devait être électronique, uniquement, comme cela s'est passé pour les représentants des travailleurs. Oui. C'était ça. Donc, il s'agit des artisans, il ne faut pas oublier ici. Merci. Il y a eu un premier décret qui a demandé que le vote soit électronique. Mais les contraintes du vote électronique et tous les obstacles que nous avions ont été portés à l'attention du chef de l'État. Et le chef de l'État et tout le gouvernement ont décidé qu'on laisse tomber le vote électronique pour en revenir maintenant au vote manuel exclusivement. Donc, il n'y aura plus du tout de volet électronique dans notre élection. Il faut se déplacer et aller voter, point. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a laissé, au niveau des syndicats, l'élection professionnelle, on a laissé se tenir avec tous les inconvénients? Oui, je vais vous expliquer le type d'inconvénients dont il s'agit. Au niveau des travailleurs qui ont fait le vote électronique, lorsqu'il s'est agi de désigner la centrale syndicale la plus représentative, le ministère de la fonction publique, du travail et de la fonction publique, a demandé à tous les syndiqués, à tous les travailleurs, d'aller s'inscrire sur une plateforme. Et ce sont les travailleurs qui sont allés s'inscrire sur la plateforme qui ont voté par la suite. Ce n'est pas tous les travailleurs qui ont voté, c'est les travailleurs qui sont allés s'inscrire sur la plateforme. Et en s'inscrivant, ces travailleurs ont inscrit leur numéro de téléphone. Et après, on leur a envoyé un code sur leur numéro de téléphone. À partir de ce code, le jour du vote, ils ont eu accès à la plateforme et ils ont pu voter. Dans notre cas à nous, lors du recensement des artisans, on ne savait pas encore que le vote serait électronique. Donc, nous n'avions pas mis un accent sur le champ numéro de téléphone des artisans. Et avoir un numéro de téléphone ne suffit pas dans le cas d'un vote électronique. Pour voter électroniquement, il faut disposer également d'Internet. Le vote électronique a besoin d'Internet parce que la plateforme de vote ne peut pas être téléchargeable sur nos terminaux. La plateforme de vote est sur Internet. Donc, il faut avoir accès à Internet. C'est seulement le code d'accès qu'on nous donne dans nos SMS. Et à partir du code d'accès, nous avons accès à la plateforme. On s'est rendu compte
que pour les 450 000 artisans, dont on n'avait pas les numéros de téléphone fiables, il fallait les rappeler pour prendre les numéros de téléphone. Ce qui demandait un coût très élevé, parce que c'est comme si on reprenait le recensement. Deuxièmement, s'assurer que chaque artisan a un terminal qui puisse avoir accès à Internet. Ensuite, s'assurer que Internet soit disponible partout le jour du vote. Et enfin, compter sur le fait que l'artisan puisse être capable d'utiliser le code complexe qu'on va lui donner, aller l'insérer sur la plateforme sur Internet et pouvoir voter. Tout ça devenait trop complexe pour nous, les artisans, et le chef de l'État a compris l'enjeu pour dire on arrête ça, procédons au vote habituel auquel tous les artisans participent normalement. Alors, docteur, Monsieur Chabel, vous avez... Oui, juste une toute dernière question là. Qui répond de la sincérité du vote? C'est le comité et la Sénat. Le comité et la Sénat. Alors, des voix s'élèvent pour dénoncer certaines irrégularités qui émaillent tout le processus. De quoi s'agit-il réellement? Alors, à la phase de la publication des listes électorales, nous avons eu beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Je voudrais dire, si je peux faire une proportion, sur 100 bruits enregistrés, c'est peut-être 20 qui se sont transformés en réclamations réelles. Et les réclamations réelles ont été traitées. Évidemment, le comité ne peut pas fonctionner sur des audios qu'il y a sur les réseaux sociaux. Cependant, nous avons cherché à vérifier un certain nombre de choses. Nous avons entendu sur les réseaux sociaux que, à Segbana, précisément, il y a plus de 50 femmes qui se sont retrouvées dans la sous-branche métaux. Et celui qui faisait l'audio a dit que comment est-ce que des femmes, on peut mettre des femmes parmi des soudeurs à Segbana. Que lui, il habite Segbana, que lui ne connaît aucune femme soudeur dans Segbana, alors qu'il y a plus de 50 femmes dans Segbana qu'on classe dans la branche métaux. Et donc, il traduit branche métaux par soudeur. Nous avons vérifié, puisque l'ANIP nous a donné accès à la plateforme pour que nous puissions vérifier. Nous sommes allés dans Segbana. Effectivement, nous avons vu des femmes dans la branche métaux. Mais le problème, c'est que la branche métaux comporte 28 métiers. Ce ne sont pas que des soudeurs qui sont dans la branche métaux. Il y a quoi d'autre? Il y a devant les femmes dont on parle précisément fabrication de matériel agricole. C'est-à-dire? Matériel agricole, c'est des femmes qui fabriquent ce qu'il faut, non pas forcément des roues, mais par exemple des balais de type qui puissent aider, ou des bâtons qui puissent aider à semer et tout le reste. Il y a plein de sortes de matériel agricole en fer, qu'on peut, pas forcément en métal. Pas forcément en métal non plus. Pas forcément. Mais si c'est en bois, on peut les mettre dans les catégories métal? Métaux? Oui, en fait, la branche métaux comprend fabrication de matériel agricole. Maintenant, dans ça, on ne veut pas savoir si le matériel est en métal ou pas. Mais dès que vous fabriquez un matériel agricole, un vannier peut être fabricant de matériel agricole pour peu que le panier qu'il fabrique sert à aller faire des récoltes sur le champ. Simplement, il sera classé dans la branche métaux. C'est ça. Voilà ce qui s'est passé dans ce cas. Un autre cas, des artisans disent qu'ils sont 400 à s'inscrire et qu'ils n'ont pas retrouvé leur nom. Bon, qu'à cela ne tienne, nous ne sommes plus à l'étape du recensement. Je leur ai expliqué que si c'est vrai, ils sont capables
s'ils font des réclamations, de faire invalider même l'élection après. Mais je n'ai reçu aucune preuve de ce qu'il se soit fait inscrit sur la liste. Et nous sommes allés vérifier. Je voudrais dire aux téléspectateurs que plusieurs, et aux auditeurs de Golf FM Africa, que sur plusieurs récriminations, après vérification, nous constatons que cela ne valait pas la peine. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a eu 2 phases du recensement. Oui. Il y a des artisans qui se sont fait recenser 2 fois. Ils ont fait la première phase et ils sont encore allés faire la seconde phase. Pour s'assurer que ceux-là, leurs noms, ont disparu de la liste électorale. Et comment cela est-il possible? Parce que le système pense, le système pense qu'ils veulent faire la fraude. C'est comme si vous vous êtes inscrit 2 fois. Donc on vous enlève, on vous éjecte. Et donc il faut que vous réclamiez maintenant. Et quand vous réclamez, nous on vous rétablit sur la liste électorale, mais on vous met dans la position du premier recensement. Parce que le second recensement n'est pas un recensement, n'est pas une mise à jour, mais c'est un recensement complémentaire. Donc nous vous mettons dans la position du premier recensement. Donc il y a beaucoup qui ont fait le double recensement et qui crient partout, qui n'ont pas retrouvé leur nom, mais qui n'ont pas fait la formalité de réclamation pour qu'on puisse les rétablir. Est-ce qu'ils savent, est-ce qu'ils sont informés et qu'il faut réclamer? Oui. Quand on a affiché les listes provisoires, tous les artisans étaient informés qu'ils pouvaient réclamer. Et on a mis, l'ANIP a déployé des agents dans les 77 communes qui sont restés assis pendant 4 jours. Et ils avaient des fiches pour identifier celui qui vient et identifier la forme de réclamation que la personne a faite. Et ces 77 représentants ont convoyé les fiches ici à Cotonou et nous les avons tous traités. Moi, je suis resté assis pour traiter ces fiches de réclamation. Donc cela a été fait dans les règles de l'art. Nous avons tout suivi de bout en bout. Et vous nous rassurez donc qu'il n'y a pas eu des intentions et vous rassurez en même temps les artisans qu'il n'y a pas eu des intentions d'éjecter certains électeurs ou candidats. Oui, et d'ailleurs nous n'avons pas intérêt à éjecter qui que ce soit. Il faut rappeler que dans le secteur, avant les élections, on a entendu dire que c'est toujours les mêmes et que certains se présentaient même comme gagnants. Mais lorsqu'à l'arrivée, nous avons reçu 4 listes de candidatures, nous avons montré que le scrutin était complètement ouvert. Nous n'avons pas intérêt à éjecter qui que ce soit. Parce que si nous voulons respecter la volonté du gouvernement, la volonté du chef de l'État, nous devons faire en sorte que l'élection soit complètement ouverte. C'est vrai que cela ne manque pas de dérapage. J'ai déjà reçu hier et avant-hier un groupe de candidats qui confectionnent des affiches avec l'image du chef de l'État. C'est-à-dire ils ont fait une affiche où ils ont mis le président Talon en haut, eux-mêmes en bas, et ils ont mis le logo de leur liste. Cela veut dire qu'ils reçoivent la bénédiction. Je voudrais dire... C'est la liste du président, en fait. Je voudrais leur dire de retirer ça très vite. Ah oui. Je voudrais leur dire de retirer ça très vite. Ce n'est pas une façon de faire campagne, de rassurer, de convaincre les populations artisans. Je profite de l'opportunité que vous nous donnez pour leur demander de bien vouloir retirer ça très vite. Parce qu'à ce jour, nous n'avons vu ça que sur les réseaux sociaux. Mais dès que nous allons avoir la fiche en main, nous allons enclencher la procédure. La procédure est toute simple. Nous, en tant que comité, nous adressons une correspondance à la présidence de la République et nous demandons de nous confirmer que, effectivement, le président de la République a une liste parmi les 4. Comment est-ce que le président de la République, qui demande que l'organisation soit inclusive, qui autorise qu'on utilise les moyens de l'État, comment il pourra avoir une liste, il pourra avoir une préférence? S'il avait une préférence, il allait engager les moyens de l'État pour qu'on organise des élections. Il aurait pu désigner alors ces gens. Rien ne l'empêchait de désigner. Mais quand on organise une élection,
Comment ils mettent l'effigie du chef de l'État? C'est pas normal. Le président de la République n'a pas de candidat. En tout cas, nous, pour mémoire, dès qu'on aura l'affiche, nous allons saisir la présidence de la République et demander confirmation. Et si nous n'avons pas confirmation, alors ces artisans pourront être poursuivis pour usurpation et manipulation de l'effigie du chef de l'État. Parce que ça sert à démobiliser les autres listes. Nous avons 4 listes. Et vous, sur votre liste, vous mettez chef de l'État pour montrer que vous avez l'aval du chef de l'État. C'est pas normal. Et les autres, ils ne sont pas des citoyens béninois. Les autres candidats ne sont pas des citoyens béninois. Ça, c'est les dérapages que nous sommes en train de voir et dont nous nous occupons au jour le jour. Ce n'est pas normal de faire des choses comme ça. Mais nous attendons d'avoir l'affiche en main pour déclencher la procédure qu'il faut afin que Faust reste à la loi. Parlant de dérapage, vous avez dit tout à l'heure, la campagne commence le 12 juillet, finit le 22. Et ceux qui ont déjà commencé, ceux qui ont anticipé, quelles dispositions sont-ils en train de violer là? Ils sont en train de violer les dispositions des articles 17 à 20 du décret. Parce que la campagne électorale a une période. Et il n'est pas permis de faire campagne électorale avant. Alors, ils déguisent cela. Ils ne disent pas qu'ils sont en campagne. Ils disent qu'ils sont en réunion, ils disent qu'ils sont à l'installation de ceci ou de cela, mais ils en profitent pour faire campagne. Dans tous les cas, le ministère de l'Intérieur est membre du comité et un message a déjà été adressé par les soins du ministre de l'Intérieur et du directeur général de la police républicaine à toutes les unités de police sur toute l'étendue du territoire au fin de nous aider à mieux quadriller le territoire et à vérifier que la campagne électorale qui va durer 10 jours se passe dans les meilleures conditions et se passe surtout en respectant les tests de la République. Alors, selon le programme, après le scrutin, la proclamation des résultats est prévue pour quand? Alors, nous avons prévu la proclamation des résultats pour 5 jours après la clôture du vote. Donc, probablement 5 jours après, parce qu'il faut compter avec les délais de route. Les résultats vont être convoyés des 546 arrondissements de notre pays vers la Sénat. Et la Sénat prend les dispositions pour déployer les équipes, pour recevoir, faire la compilation, la salle informatique et tout ça est déjà prêt. Nous pensons que, parce que vous savez, et même pour les élections politiques, il y a des résultats qui viennent le lendemain. Ouais. Donc, quand on compte que tous les résultats sont là, qu'on se met à faire le décompte et tout, 4 à 5 jours, nous pourrions proclamer les résultats. Alors, qui va installer la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin et quand? Alors, je peux dire que avant de parler de l'installation, oui, il y a la proclamation des résultats. Exactement. Ce qui peut donner lieu à un contentieux. Exactement. Le contentieux des résultats est connu par le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi qui est chargé de l'artisanat. C'est devant le ministre que les contentieux sur l'élection, sur les résultats de l'élection, c'est devant lui que le contentieux est porté. Et le ministre, dans le test, le ministre et tous les organes ont 5 jours pour donner une suite au recours. Mais il faut préciser que le décret a dit que les recours ne sont pas suspensifs du processus. Ce n'est pas parce que vous avez déposé un recours qu'on arrête tout. Non, le processus va à son terme. C'est d'ailleurs pour ça que je rassure les artisans pour dire que même si ils n'ont pas la suite, ils peuvent toujours aller ester devant les juridictions et des sièges d'élus peuvent même être validés par la Cour. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils peuvent... Et l'installation, n'est pas de notre ressort.
Vous l'aurez compris, le comité que j'ai l'honneur de diriger, lorsque nous avons proclamé les résultats, c'est fini, nous sommes dessaisis de la question. Lorsque nous avons proclamé les résultats, nous remettons la liste des élus, nous transmettons la liste des élus au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, et c'est le ministre des Petites et Moyennes Entreprises qui installe la Chambre. Nous, on n'est plus concernés, et ça devient l'affaire du gouvernement. C'est le gouvernement qui installe la Chambre, ce n'est pas nous. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous allons maintenant vous laisser la parole pour dire votre mot de la fin. Et mon mot de fin est un mot de remerciement et de reconnaissance vis-à-vis du groupe Golf Média. Mot de remerciement et mot de reconnaissance vis-à-vis du président de la République, le président Talon, qui a voulu que ce secteur de l'artisanat puisse prendre enfin son essor. Et à tout son gouvernement, mot de remerciement au ministre des Petites et Moyennes Entreprises, évidemment. Mot de remerciement au garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, Maître Séverin Quenom, qui a bien voulu placer sa confiance en ma petite personne pour cette mission républicaine. Remerciements à l'endroit de tous mes collègues membres du comité, remerciements à l'endroit de l'ANIP, de la Sénat, et le plus grand remerciement à l'endroit de tous les artisans qui sortiront le dimanche 24 pour aller désigner leurs représentants. Et je voudrais demander à tous les artisans qui m'écoutent et qui se sont fait recenser de bien vouloir sortir pour aller désigner leurs représentants. Ils se plaignent du fait que ce soit toujours les mêmes qui les dirigent. Ils ont l'occasion aujourd'hui de changer ceux qui les dirigent pour que le secteur de l'artisanat, pour que chaque artisan puisse vivre de son travail et que l'artisanat participe au développement de notre pays. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Dr Jacques Richard Kodjo. Vous êtes le président du comité d'organisation des élections devant conduire à l'installation de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Mesdames, Messieurs, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est partie intégrante du programme d'action du gouvernement PAG2 suite à l'initiative de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest de mieux coordonner désormais le domaine de l'artisanat. La Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin est un établissement public à caractère professionnel. Elle s'occupera de la défense des intérêts de tous les artisans, de leur formation pour une meilleure représentativité et pour mieux vivre de leur art, ce qui impactera naturellement le développement du Bénin. Aujourd'hui, nous avons 175 métiers de l'artisanat répartis en 40 corps de métiers, puis répartis en 8 branches. Ils sont au total 450 000 artisans à prendre part à ce scrutin et à pouvoir bénéficier plus tard des avantages induits par la Chambre. Le scrutin se fait de façon à ce que l'Assemblée consulaire de la Chambre des artisans, des métiers de l'artisanat du Bénin soit constituée de tous les corps de métiers. 546 postes de vote sont répartis dans tout le pays le jour du scrutin. La liste définitive des électeurs est déjà connue. La liste des candidats aussi est connue. La campagne électorale démarre le mercredi 13 et devra durer 10 jours, donc va s'achever probablement le 22 juillet. Le 24 juillet, le scrutin aura lieu sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats est prévue, si tout va bien, le 29 juillet par le comité d'organisation. La présente élection est organisée de concert avec l'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, et la Commission électorale nationale autonome. Les contentieux seront connus par le ministère des Petites et Moyennes Entreprises. Le ministère qui devra donner suite au recours maximum 5 jours après le dépôt des recours. Sinon, après le jour de vote,
C'est donc clair. Vous en savez, mesdames, messieurs, désormais sur tout le processus électoral. Artisans, à vous de voter. L'occasion vous est donnée maintenant pour choisir par vous-même vos représentants. Merci une fois encore à vous, monsieur Jacques Richard Kodjo. Merci à vous, c'était un honneur. Vous êtes le président du comité d'organisation de ce scrutin. Mesdames, messieurs, merci à vous aussi qui nous avez suivis. Merci à vous, Gauthier Sedori. Merci, Chabel. Mesdames, messieurs, agréable dimanche à toutes et à tous.